Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. Le scarabée d'or. Suite. Aussi, une fois que j'eus réussi à établir une série de caractères lisibles, je daignais à peine songer à la difficulté d'en dégager la signification. Dans le cas actuel, et en somme dans tous les cas d'écriture secrète, la première question à vider, c'est la langue du chiffre, car les principes de solution, particulièrement quand il s'agit des chiffres les plus simples, dépendent du génie de chaque idiome, et peuvent être modifiés. En général, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer successivement, en se dirigeant suivant les probabilités, toutes les langues qui vous sont connues, jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne. Mais dans le chiffre qui nous occupe, toute difficulté à cet égard était résolue par la signature. Le rébus sur le mot kid n'est possible que dans la langue anglaise. Sans cette circonstance, j'aurais commencé mes essais par l'espagnol et le français, comme étant les langues dans lesquelles un pirate des mers espagnoles aurait dû le plus naturellement enfermer un secret de cette nature. Mais dans le cas actuel, je présumais que le cryptogramme était anglais. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'espace entre les mots. S'il y avait eu des espaces, la tâche eût été singulièrement plus facile. Dans ce cas, j'aurais commencé par faire une collation et une analyse des mots les plus courts. Et si j'avais trouvé, comme cela est toujours probable, un mot d'une seule lettre, A ou I, un jeu par exemple, j'aurais considéré la solution comme assurée. Mais puisqu'il n'y avait pas d'espace, mon premier devoir était de relever les lettres prédominantes, ainsi que celles qui se rencontraient le plus rarement. Je les comptai toutes, et je dressai la table que voici. Le caractère 8 se trouve 33 fois, le caractère point-virgule se trouve 26 fois, le caractère 4 se trouve 19 fois. Le mât et la parenthèse fermante se trouvent 16 fois, le caractère étoile se trouve 13 fois, le caractère 5 se trouve 12 fois, le caractère 6 se trouve 11 fois, le plus et 1 se trouve 8 fois, le caractère 0 se trouve 6 fois, le 9 et 2 se trouve 5 fois, le 2 points et 3 se trouve 4 fois, le caractère point d'interrogation se trouve 3 fois, le caractère paragraphe se trouve 2 fois, et le moins et le point se trouvent 1 fois. Or, la lettre qui se rencontre le plus fréquemment en anglais est E. Les autres lettres se succèdent dans cet ordre: A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. E prédomine si singulièrement qu'il est très rare de trouver une phrase d'une certaine longueur dont il ne soit pas le caractère principal. Nous avons donc, tout en commençant, une base d'opération qui donne quelque chose de mieux qu'une conjecture. L'usage général qu'on peut faire de cette table est évident. Mais pour ce chiffre particulier, nous ne nous en servirons que très médiocrement, puisque notre caractère dominant est 8. Nous commencerons par le prendre pour le E de l'alphabet naturel. Pour vérifier cette supposition, voyons si le 8 se rencontre souvent double, car le E se redouble très fréquemment en anglais, comme par exemple dans les mots meet, fleet, speed, seen, been, agree, etc. Or, dans le cas présent, nous voyons qu'il n'est pas redoublé moins de 5 fois, bien que le cryptogramme soit très court. Donc 8 représentera E. Maintenant, de tous les mots de la langue, The est le plus utilisé. Conséquemment, il nous faut voir si nous ne trouverons pas répéter plusieurs fois la même combinaison de 3 caractères, ce 8 étant le dernier des 3. Si nous trouvons des répétitions de ce genre, elles représenteront très probablement le mot The. Vérification faite, nous n'en trouvons pas moins de 7, et les caractères sont .virgule 4, 8. Nous pouvons donc supposer que .virgule représente T, que 4 représente H, et que 8 représente E. La valeur du dernier se trouvant ainsi confirmée de nouveau. Il y a maintenant un grand pas de fait.
Nous n'avons déterminé qu'un seul mot, mais ce seul mot nous permet d'établir un point beaucoup plus important, c'est-à-dire les commencements et les terminaisons d'autres mots. Voyons par exemple l'avant-dernier cas où se présente la combinaison .48, presque à la fin du chiffre. Nous savons que le point-virgule, qui vient immédiatement après, est le commencement d'un mot. Et des 6 caractères qui suivent ces œufs, nous n'en connaissons pas moins de 5. Remplaçons donc ces caractères par les lettres qu'ils représentent, en laissant un espace pour l'inconnu. T, espace, EE, TH. Nous devons tout d'abord écarter le TH comme ne pouvant pas faire partie du mot qui commence par le premier T, puisque nous voyons, en essayant successivement toutes les lettres de l'alphabet pour combiner la lacune, qu'il est impossible de former un mot dont ce TH puisse faire partie. Réduisons donc nos caractères à T espace EE et reprenons de nouveau tout l'alphabet. S'il le faut, nous concluons au mot tree, arbre, comme à la seule version possible. Nous gagnons ainsi une nouvelle lettre, R, représentée par parenthèse ouvrante plus 2 mots juxtaposés, the tree, l'arbre. Un peu plus loin, nous retrouvons la combinaison .48 et nous nous en servons comme de terminaison à ce qui précède immédiatement. Cela nous donne l'arrangement suivant. The tree, .4, parenthèse ouvrante, ma, point d'interrogation, 3, 4, the. Ou, en substituant les lettres naturelles aux caractères que nous connaissons, the tree, THR, ma, point d'interrogation, 3, espace H, THE. Maintenant, si au caractère inconnu nous substituons des blancs ou des points, nous aurons the tree, THR, 3 petits points, H, the. Et le mot throw, par à travers, se dégage pour ainsi dire de lui-même, mais cette découverte nous donne 3 lettres de plus, O, U et G, représentées par ma, point d'interrogation et 3. Maintenant, cherchons attentivement dans le cryptogramme des combinaisons de caractères connus, et nous trouverons non loin du commencement l'arrangement suivant. 8, 3, parenthèse ouvrante, 8, 8, ou agree, qui est évidemment la terminaison du mot degree, degré, et qui nous livre encore une lettre, D, représentée par plus. 4 lettres plus loin que le mot degree, nous trouvons la combinaison .4, 6, parenthèse ouvrante, .8, 8, dont nous traduisons les caractères connus et représentons l'inconnu par un point. Cela nous donne th.rtee étoile. Arrangement qui nous suggère immédiatement le mot 13, et nous fournit 2 lettres nouvelles, I et N, représentées par 6 et étoile. Reportons-nous maintenant au commencement du cryptogramme. Nous trouvons la combinaison 5-3 ma plus. Traduisant comme nous avons déjà fait, nous obtenons .good, ce qui nous montre que la première lettre est un A, et que les 2 premiers mots sont good, un bon, une bonne. Il serait temps maintenant, pour éviter toute confusion, de disposer toutes nos découvertes sous forme de table. Cela nous fera un commencement de clé. 5 représente A, plus représente D, 8 représente E, 3 représente G, 4 représente H, 6 représente I, étoile représente N, ma représente O, parenthèse ouvrante représente R, point-virgule représente T, point d'interrogation représente U. Ainsi, nous n'avons pas moins de 11 lettres les plus importantes, et il est inutile que nous poursuivions la solution à travers tous ces détails. Je vous en ai dit assez pour vous convaincre que des chiffres de cette nature sont faciles à résoudre, et pour vous donner un aperçu de l'analyse raisonnée qui sert à les débrouiller. Mais tenez pour certain que le spécimen que nous avons sous les yeux appartient à la catégorie la plus simple de la cryptographie. Il ne me reste plus qu'à vous donner la traduction complète du document, comme si nous avions déchiffré successivement tous les caractères. La voici. A good glass in the bishop hostel, in the Deville seats 41 degree and 13 minutes northeast
End by North Main Branch, 7th limb, east side shot from the left ice of the Death's Head, a beeline from the tree through the chute 50 feet out. Un bond vert dans l'hôtel de l'évêque, dans la chaise du diable, 41 degrés et 13 minutes nord-est, quart de nord principale tige, 7e branche, côté et lâché, de l'œil gauche, de la tête de mort, une ligne d'abeilles de l'arbre, à travers la balle, 50 pieds au large. Mais, dis-je, l'énigme me paraît d'une qualité tout aussi désagréable qu'auparavant. Comment peut-on tirer un sens quelconque de tout ce jargon, de chaise du diable, de tête de mort et d'hôtel de l'évêque? Je conviens, répliqua Legrand, que l'affaire a l'air encore passablement sérieux quand on y jette un simple coup d'œil. Mon premier soin fut d'essayer de retrouver dans la phrase les divisions naturelles qui étaient dans l'esprit de celui qui l'écrivit. De la ponctuer, vous voulez dire. Quelque chose comme cela. Mais comment diable avez-vous fait? Je réfléchis que l'écrivain s'était fait une loi d'assembler les mots sans aucune division, espérant rendre ainsi la solution plus difficile. Or, un homme qui n'est pas excessivement fin sera presque toujours enclin, dans une pareille tentative, à dépasser la mesure. Quand, dans le cours de sa composition, il arrive à une interruption de sens qui demanderait naturellement une pause ou un point, il est fatalement porté à serrer les caractères plus que d'habitude. Examinez ce manuscrit, et vous découvrirez facilement 5 endroits de ce genre, où il y a, pour ainsi dire, encombrement de caractères. En me dirigeant d'après cet indice, j'établis la division suivante. Un bond vert dans l'hôtel de l'évêque, dans la chaise du diable, 41 degrés et 13 minutes, nord-est quart de nord, principale tige 7e branche côté est, lâcher de l'œil gauche de la tête de mort, une ligne d'abeilles de l'arbre à travers la balle 50 pieds au large. Malgré votre division, dis-je, je reste toujours dans les ténèbres. J'y restai moi-même pendant quelques jours, répliqua Legrand. Pendant ce temps, je fis force recherches dans le voisinage de l'île de Sullivan, sur un bâtiment qui devait s'appeler l'hôtel de l'évêque, car je ne m'inquiétais pas de la vieille orthographe du mot hostel. N'ayant trouvé aucun renseignement à ce sujet, j'étais sur le point d'étendre la sphère de mes recherches et de procéder d'une manière plus systématique, quand un matin je m'avisai tout à coup que ce Bishop Hostel pouvait bien avoir rapport à une vieille famille du nom de Bishop, qui de temps immémorial était en possession d'un ancien manoir à 4 miles environ au nord de l'île. J'allai donc à la plantation, et je recommençai mes questions parmi les plus vieux nègres de l'endroit. Enfin, une des femmes les plus âgées me dit qu'elle avait entendu parler d'un endroit comme Bishop Castle, château de Bishop, et qu'elle croyait bien pouvoir m'y conduire, mais que ce n'était ni un château, ni une auberge, mais un grand rocher. Je lui offris de la bien payer pour sa peine, et après quelques hésitations, elle consentit à m'accompagner jusqu'à l'endroit précis. Nous le découvrîmes sans trop de difficulté. Je la congédiai et commençai à examiner la localité. Le château consistait en un assemblage irrégulier de pics et de rochers, dont un était aussi remarquable par sa hauteur que par son isolement, et sa configuration quasi artificielle. Je grimpai au sommet, et là je me sentis fort embarrassé de ce que j'avais désormais à faire. Pendant que j'y rêvais, mes yeux tombèrent sur une étroite saillie, dans la face orientale du rocher, à 1 yard environ, au-dessous de la pointe où j'étais placé. Cette saillie se projetait de 18 pouces à peu près, et n'avait guère plus d'1 pied de large. Une niche creusée dans le pic juste en dessous lui donnait une grossière ressemblance avec les chaises à dos concave dont se servaient nos ancêtres. Je ne doutais pas que ce ne fût la chaise du diable dont il était fait mention dans le manuscrit, et il me sembla que je tenais désormais tout le secret de l'énigme. Le bond vert, je le savais, ne pouvait pas désigner autre chose qu'une longue vue, car nos marins emploient rarement le mot glace dans un autre sens. Je compris tout de suite qu'il fallait ici se servir d'une longue vue, en se plaçant à un point de vue défini et n'admettant aucune variation. Or les phrases 41 degrés et 13 minutes et nord-est quart de nord
Je n'hésitai pas un instant à le croire, devait donner la direction pour pointer la longue-vue. Fortement remué par toutes ces découvertes, je me précipitai chez moi, je me procurai une longue-vue et je retournai au rocher. Je me laissai glisser sur la corniche et je m'aperçus qu'on ne pouvait s'y tenir assis que dans une certaine position. Ce fait confirma ma conjecture. Je pensai alors à me servir de la longue-vue. Naturellement, les 41° et 13' ne pouvaient avoir trait qu'à l'élévation au-dessus de l'horizon sensible, puisque la direction horizontale était clairement indiquée par les mots nord-est, quart de nord. J'établis cette direction au moyen d'une boussole de poche, puis, pointant aussi juste que possible par approximation ma longue-vue à un angle de 41° d'élévation, je la fis mouvoir avec précaution de haut en bas et de bas en haut, jusqu'à ce que mon attention fût arrêtée par une espèce de trou circulaire ou de lucarne dans le feuillage d'un grand arbre, qui dominait tous ses voisins dans l'étendue visible. Au centre de ce trou, j'aperçus un point blanc, mais je ne pus pas tout d'abord distinguer ce que c'était. Après avoir ajusté le foyer de ma longue-vue, je regardai de nouveau, et je m'assurai enfin que c'était un crâne humain. Après cette découverte qui me combla de confiance, je considérai l'énigme comme résolue, car la phrase principale tige, 7e branche côté est, ne pouvait avoir trait qu'à la position du crâne sur l'arbre, et celle-ci, lâchée de l'œil gauche de la tête de mort, n'admettait aussi qu'une interprétation, puisqu'il s'agissait de la recherche d'un trésor enfoui. Je compris qu'il fallait laisser tomber une balle de l'œil gauche du crâne, et qu'une ligne d'abeille, ou en d'autres termes une ligne droite, partant du point le plus rapproché du tronc et s'étendant à travers la balle, c'est-à-dire à travers le point où tomberait la balle, indiquerait l'endroit précis, et sous cet endroit, je jugeai qu'il était pour le moins possible qu'un dépôt précieux fût encore enfoui. Tout cela, dis-je, est excessivement clair, et tout à la fois ingénieux, simple et explicite. Et quand vous eûtes quitté l'hôtel de l'évêque, que fîtes-vous? Mais, ayant soigneusement noté mon arbre, sa forme et sa position, je retournai chez moi. À peine eus-je quitté la chaise du diable que le trou circulaire disparut, et de quelque côté que je me tournasse, il me fut désormais impossible de l'apercevoir. Ce qui me paraît le chef-d'œuvre de l'ingéniosité dans toute cette affaire, c'est ce fait, car j'ai répété l'expérience et me suis convaincu que c'est un fait, que l'ouverture circulaire en question n'est visible que d'un seul point. Et cet unique point de vue, c'est l'étroite corniche sur le flanc du rocher. Dans cette expédition à l'hôtel de l'évêque, j'avais été suivi par Jupiter, qui observait sans doute depuis quelques semaines mon air préoccupé et mettait un soin particulier à ne pas me laisser seul. Mais le jour suivant, je me levai de très grand matin. Je réussis à lui échapper, et je courus dans les montagnes, à la recherche de mon arbre. J'eus beaucoup de peine à le trouver. Quand je revins chez moi, à la nuit, mon domestique se disposait à me donner la bastonnade. Quant au reste de l'aventure, vous êtes, je présume, aussi bien renseigné que moi. Je suppose, dis-je, que lors de nos premières fouilles, vous avez manqué l'endroit par suite de la bêtise de Jupiter, qui laissa tomber le scarabée par l'œil droit du crâne au lieu de le laisser filer par la gauche. Précisément, cette méprise faisait une différence de 2,5 pouces environ relativement à la balle, c'est-à-dire à la position de la cheville près de l'arbre. Si le trésor avait été sous l'endroit marqué par la balle, cette erreur eût été sans importance, mais la balle et le point le plus rapproché de l'arbre étaient 2 points ne servant qu'à établir une ligne de direction. Naturellement, l'erreur fort minime au commencement augmentait en proportion de la longueur de la ligne, et quand nous fûmes arrivés à une distance de 50 pieds, elle nous avait totalement dévoyés. Sans l'idée fixe dont j'étais possédé qu'il y avait positivement là quelque part un trésor enfoui, nous aurions peut-être bien perdu toutes nos peines. Mais votre emphase, vos attitudes solennelles en balançant le scarabée, quelle bizarrerie! Je vous croyais positivement fou. Et pourquoi avez-vous absolument voulu laisser tomber du crâne votre insecte, au lieu d'une balle? Ma foi, pour être franc, je vous avouerai que je me sentais quelque peu vexé par vos soupçons relativement à l'état de mon esprit, et je résolus de vous punir tranquillement à ma manière par un petit brin de mystification froide. Voilà pourquoi je balançai le scarabée, et voilà pourquoi je voulus le faire tomber du haut de l'arbre.
Une observation que vous fîtes sur son poids singulier me suggéra cette dernière idée. Oui, je comprends, et maintenant il n'y a plus qu'un point qui m'embarrasse. Que dirons-nous des squelettes trouvés dans le trou? Ah, c'est une question à laquelle je ne saurais pas mieux répondre que vous. Je ne vois qu'une manière plausible de l'expliquer, et mon hypothèse implique une atrocité telle que cela est horrible à croire. Il est clair que Kidd, si c'est bien Kidd qui a enfoui le trésor, ce dont je ne doute pas pour mon compte, il est clair que Kidd a dû se faire aider dans son travail. Mais la besogne finie, il a pu juger convenable de faire disparaître tous ceux qui possédaient son secret. 2 bons coups de pioche ont peut-être suffi. Pendant que ses aides étaient encore occupés dans la fosse, il en a peut-être fallu une douzaine. Qui nous le dira?